d'automne. Bon, moi je me présente, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, donc moi je suis Jessica Chamba, je suis vice-présidente du mouvement européen et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle table ronde du samedi après-midi, un petit peu à la dernière minute, mais en tout cas sur un sujet que je connais bien et que j'apprécie beaucoup et qui était aussi un sujet très cher au cœur des organisateurs aujourd'hui, la question de l'innovation comme facteur du progrès social en Europe. Alors, c'est une table ronde qui va être assez éclectique, assez diverse. On a le plaisir d'accueillir des intervenants issus d'horizons très variés. Et donc, chacun d'entre eux va avoir la possibilité de vous expliquer un peu en quoi, finalement, la volonté d'innover, les projets d'innovation permettent le développement social, le maintien du lien social, ou un projet social, et que parfois, on a souvent tendance à un petit peu opposer, on voit l'innovation d'un point de vue très technologique, économique, du point de vue de la recherche sur ces éléments-là, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et qui ont un impact sur les gens, sur le quotidien des personnes. Et c'est vrai que c'était une thématique qui tient beaucoup à cœur des organisateurs du mouvement européen du Cher, qui, voilà, finalement, à Bourges, on voit bien, on a bien entendu hier notamment, toutes les richesses du territoire. Les élus nous en ont beaucoup parlé hier lors des séances d'ouverture. Mais finalement, c'est aussi un territoire qui, à l'image de beaucoup d'autres en France, souffre d'une forme d'enclavement, souffre d'une forme aussi d'abandon un peu social qu'on peut sentir parfois. Il y a quelques chiffres un peu marquants sur la part de la population en dessous du seuil de pauvreté. On a des éléments comme ça un peu préoccupants, des signaux d'alerte. Et finalement, la question de savoir en quoi l'innovation peut aussi aider ces territoires, ces populations à recréer du lien social ou à se ressentir vraiment formant partie intégrante de cette société, c'est un point extrêmement important pour nous en tant que mouvement européen, pour nous en tant que Français qui essayons de sortir d'un prisme très parisiano-centré, et puis pour nous, bien sûr, en tant qu'Européens qui essayons d'approcher cette question à l'échelle de l'équité des territoires sur l'ensemble du continent. Alors, comme je vous disais, 4 intervenants avec des parcours, des histoires, des témoignages sans doute assez différents, qui vont donner 4 illustrations de comment concrètement on peut innover en veillant à maintenir ces liens sociaux. Et du coup, je vais vous les présenter. Donc, Madame Ariane Garcia, qui est la directrice adjointe de la direction des affaires publiques en charge du pôle influence Europe et relations internationales de la Mutualité française, qui est un partenaire depuis de nombreuses années du mouvement européen. On avait eu le plaisir déjà de monter une convention ensemble il y a, je pense, bientôt 10 ans ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait un certain temps. Et donc, je la remercie beaucoup d'être venue pour nous parler de ces questions sociales en lien avec la mutualité. Sébastien Gendron, qui est le fondateur de Transpod Hyperloop, qui va nous parler de la technologie Hyperloop et en quoi la révolution dans le secteur du transport peut aussi être un facteur de lien social. Alain Schott, à ma gauche, qui est président et fondateur du think tank Equi, et là, qui nous expliquera aussi en quoi les réflexions en cours d'un point de vue économique et monétaire peuvent faciliter ou contribuer aussi à préserver des équilibres sociaux. Et puis Michel Verdevet, que je ne présente presque plus non plus, parce que c'est un habitué de nos cercles, un grand partenaire aussi du mouvement européen, secrétaire général aujourd'hui d'Enedis, qui nous parlera à la fois de ce qu'on fait dans le secteur de l'énergie, mais aussi peut-être d'une façon plus générale, et tous, je vous réinterrogerai aussi sur la question européenne et en quoi cette innovation, elle est particulièrement importante ou intéressante à mener au niveau européen. Sébastien Gendron, je vais vous proposer de commencer, si ça vous convient. On va faire un premier petit tour de 5-7 minutes chacun pour échanger comme ça, et puis on essaiera de garder un peu du temps pour vos questions. En quoi, pour vous, les transports, les technologies sur lesquelles vous travaillez sont des facteurs de maintien du lien social, de préservation du lien social? En quoi l'innovation, finalement, elle a un sens d'un point de vue social? Et puis peut-être aussi en quoi l'Europe est un espace pour vous d'action ou pertinent pour ces projets. Vaste sujet, mais on va essayer d'être synthétique. D'abord, avant de commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de partager avec vous ce qu'on fait chez Transpod et ce qu'on fait particulièrement en France. Juste avant de démarrer,
commencer à répondre à vos questions, juste un petit mot rapide pour remettre un petit peu le contexte et puis expliquer brièvement ce qu'on fait à tout le monde. Donc Transpod est une société canadienne, on est basé à Toronto avec une filiale française et italienne, et la filiale française est basée à Limoges, donc pas très loin d'ici. On développe donc ce qu'on appelle Hyperloop aujourd'hui dans les médias, et donc c'est tout ce qui est associé à un transport par tube. Donc on parle de la prochaine génération de transport à très très grande vitesse, ce qui mettrait Bourges à 20 minutes de Paris. Donc c'est de se déplacer à la même vitesse qu'un avion, mais au sol. Voilà. Et donc on a commencé le développement de cette technologie en 2015. Il y a 6 sociétés aujourd'hui, j'ai 2 concurrents américains, il y a 3 autres sociétés européennes, une en Espagne, une aux Pays-Bas et une en Pologne. Le gouvernement sud-coréen qui développe ça depuis 2011, voilà, avec différents projets un petit peu partout. Donc alors, ensuite, pour commencer à répondre à vos questions, pourquoi l'innovation est un facteur de, on va dire, de développement social, territorial, etc. Je dois dire qu'on partage avec des villes comme Bourges, Limoges, Châteauroux, avec qui on a des contacts, on partage un petit peu les mêmes difficultés, dans le sens où l'innovation de rupture, qu'elle soit dans les transports, dans n'importe quel secteur, demande un certain courage, une certaine volonté politique, beaucoup de résilience et une volonté en fait de vouloir voilà, modifier ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les transports ou ce qu'on peut avoir en termes d'enclavement territorial. Et donc quand on commence à regarder où est-ce qu'on peut construire les premières lignes donc de ce type de transport, quand on approche des grandes villes comme Paris, Toulouse, Bordeaux, etc., c'est souvent des acteurs qui sont déjà connectés avec du TGV quand on parle de la France et qui ont peu d'intérêt à développer des technologies comme ça. Et l'avantage en fait du système que l'on développe, c'est que même si on a besoin d'être sur un grand axe, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que le TGV, dans le sens où on peut ajouter autant de gares que l'on veut, je caricature un petit peu, mais je ne suis pas loin de la vérité, sans impacter l'efficacité du système. Et aujourd'hui, on a regardé, en fait, je vais m'expliquer rapidement, on a regardé en fait les différents corridors qui n'étaient pas connectés aujourd'hui, en fait les différentes villes qui n'étaient pas connectées. Et en France, il y a 2 tronçons qui viennent tout de suite à l'esprit. Il y a Toulouse-Paris avec des arrêts à Orléans et à Limoges. Et il y a l'axe ensuite l'UY avec un embranchement à partir de Vierzon, avec un arrêt à Bourges et à Clermont-Ferrand. Et donc on a commencé à contacter ces différentes villes et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une volonté et une envie de se désenclaver, d'être connecté, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est installé à Limoges. En parlant d'innovation de rupture, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens qui ont envie que d'essayer de convaincre la Terre entière. Et à Limoges, voilà, il y avait une volonté, etc. Et je sens cette volonté également à Bourges de vouloir faire avancer ces sujets-là, de nous aider à développer justement ces innovations de rupture où on va dire, les phases les plus difficiles sont au début, et de trouver en fait des situations gagnantes-gagnantes pour à la fois des villes comme Bourges et des sociétés comme nous. Voilà. Après, on pourra débattre et continuer à répondre là-dessus. Ensuite, deuxième partie sur la partie européenne. Comment dire, aujourd'hui, j'ai pas d'explication, mais enfin si une partie. Pourquoi au niveau national ça bouge pas? Et là, la question ou la réponse que j'ai pas, c'est pourquoi au niveau national ça bouge pas alors qu'au niveau européen il y a vraiment une volonté de développer, de faire de la recherche et d'allouer des fonds. Aujourd'hui, on a du coup à travers les filiales en France et en Italie fait des demandes au niveau européen pour justement développer et faire de la recherche et développement. Et on a, ça a été accueilli de façon très positive et on peut bénéficier justement de fonds européens pour développer tout ça. Là où des fois ça bloque un petit peu, on a ce souci-là aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine où l'Europe est d'accord et le lien au niveau, on va dire, local bloque, souvent pour des raisons
politique, c'est pas forcément toujours très justifié, mais dans l'ensemble, voilà, l'Europe bouge derrière ça. Et c'est souvent un organisme qui est décrié. Clairement, aujourd'hui, moi, c'est surtout au niveau de la Commission européenne des transports. L'Europe, aujourd'hui, est en avance par rapport au reste du monde sur la partie réglementaire. On a commencé à travailler avec eux depuis fin d'année dernière, et tous les 2 mois, on se rencontre avec nos concurrents à Bruxelles pour développer ce cadre réglementaire. Aujourd'hui, l'Europe respecte son mandat. Et voilà, on définit ce cadre réglementaire aujourd'hui avec la Commission européenne des transports. Et donc voilà, il y a une dynamique assez positive par rapport au développement de ce mode de transport. Parfait, merci beaucoup pour ces 2 éléments d'introduction. Alors, Madame Garcia, au sein de la Mutualité française, vous avez lancé une plateforme, en particulier sur l'innovation sociale. Voilà, je suppose que la mutualité réfléchit beaucoup à ces sujets de préservation des liens sociaux et de l'ensemble de cet équilibre. Qu'est-ce que vous attendez de cette plateforme, et puis comment est-ce que vous voyez ce lien justement entre innovation et maintien du lien social? Merci. Comme mon voisin, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, Jessica, de vous retrouver après quand même un certain nombre d'années où on ne s'était vu. Alors la mutualité, donc moi-même je travaille à la Fédération nationale de la mutualité française, qui est la structure qui coordonne l'ensemble des mutuelles en France. Donc environ 350 mutuelles de tailles très diverses, des mutuelles qui ont une très grande surface comme le groupe Vive qui peut faire plusieurs millions d'adhérents, comme des petites structures locales, et c'est le lien avec les territoires, des mutuelles qui sont très ancrées dans les territoires et qui sont de surface économique plus petite. Alors pourquoi avoir lancé cette plateforme? Justement parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, et la première nécessité c'était le partage d'expériences entre les mutuelles et la mutualisation. Parce que qu'il s'agisse d'innovation technologique ou d'innovation sociale, la santé, qui est le métier premier des mutuelles, vous savez qu'on rembourse les prestations complémentaires santé, mais également on gère, et peu de gens le savent, on gère 2500 services de soins et d'accompagnement sur l'ensemble du territoire français. Donc des centres de santé, des structures d'hébergement pour personnes âgées, des crèches, de plus en plus d'ailleurs de services dédiés aux personnes âgées et dépendantes. Et c'est là où va intervenir le sujet de l'innovation qui est pour nous récent, puisque cette plateforme, nous l'avons lancée nos journées de rentrée, au mois d'octobre ont été consacrées à l'innovation. Et cette plateforme a été lancée dans la foulée, donc à la fin du mois d'octobre. Donc l'innovation, donc il y a un site, innovation-mutuelle.fr, donc pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous pouvez vous y référer, et puis vous pouvez dans vos régions contacter la mutualité. Donc l'idée c'est le partage, parce que l'innovation, qu'elle soit dans la santé, elle est à l'interaction entre des méthodes, un mode d'approche du patient, mais elle va aussi se reposer sur des technologies. Or, ces technologies sont coûteuses, elles sont coûteuses en soi, mais l'échec aussi peut être coûteux. Et malheureusement, comme je le disais, 350 mutuelles, certaines très grandes, avec des équipes aptes à faire de la conduite de projet, mais d'autres très petites qui courent le risque, si elles adoptent une technologie, de le faire de manière inappropriée, c'est-à-dire d'une matière qui ne répond pas aux besoins de leurs adhérents ou qui s'avère, dont le modèle économique ne s'avère pas viable. Donc l'important pour nous, c'était de donner au travers de cette plateforme mutuelle les moyens, qu'elle soit petite ou grande, de partager l'expérience. Et justement, ce qui est intéressant quand on parle d'innovation, c'est de voir que l'innovation ne vient pas toujours des plus grosses structures. Alors, je vais vous citer trois, je vous vois sourire, on pourra peut-être en reparler, mais voilà, nous, ce qui a été intéressant, ce qu'on a vu à nos journées de rentrée, c'est que par exemple, c'est la mutualité du Limousin qui était porteuse d'un projet extrêmement, tout à fait intéressant en matière d'autonomie. Alors, pour vous donner 3-4 exemples que vous trouverez sur cette plateforme, on a lancé au travers du centre mutualiste de Kerpap, qui est en Bretagne, et qui est une structure pilote, c'est un peu notre navire amiral en matière de handicap, une structure qui s'appelle un Rehab Lab, c'est-à-dire c'est un laboratoire. Il y en a 15 en France, et le laboratoire mutualiste fait partie de ces 15,
qui permet aux patients de participer à la construction de son aide technique via l'impression 3D. Donc là, par exemple, on a déjà 100 000 patients qui ont bénéficié de cette méthode. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement de la technologie, c'est en quoi cette technologie répond à un besoin. Et un autre souci pour nous, mutualité, donc mouvement social à but non lucratif, c'est de la rendre accessible à tous. D'où l'idée de pas, on ne vient pas vendre de la mutualité, mais l'idée de se mettre en réseau avec d'autres Rehab Labs pour réfléchir à un modèle économique qui rendrait cette innovation accessible au plus grand nombre des personnes en situation de handicap, qui ont eu un accident et qui ont besoin d'accéder à l'impression 3D de leurs aides techniques. Un autre exemple, et là on sort complètement de la technologie, ça va être un car mobile de soins dentaires. Parce que l'un des grands problèmes des territoires, c'est l'accessibilité des soins avec le manque de structures médicales, ophtalmologie, dentaire. Donc par exemple, nous, ce qu'on va apporter, c'est, étant mutualité, étant une organisation assez, voilà, avec une certaine antériorité, je pense une bonne expérience de gestion de la santé, c'est un modèle économique et une garantie de qualité des soins, et de créer donc un car mobile de soins dentaires avec tout le matériel adapté, y compris bien sûr du matériel de très bon niveau, pour fournir des soins dentaires dans les territoires où il y en a besoin. Un troisième exemple qui sera celui d'un pôle bien-être et autonomie dans l'une de nos maisons de retraite. Et là aussi, c'est d'être un peu des structures témoins, c'est d'appeler les pouvoirs publics, les décideurs à une meilleure prise en charge des personnes âgées. Et ça a été dans l'une de nos maisons de retraite, mais sur nos fonds, sur nos fonds d'action sociale, de mettre en place un pôle bien-être et autonomie, où on intègre ce qu'on n'intègre pas d'habitude dans les EHPAD, qui est un pôle d'esthétique, un pôle où il y a des activités qu'on ne propose pas d'habitude aux personnes âgées, ou alors parfois de manière dispersée. Mais là aussi, la volonté, c'est pas d'en faire une vitrine, mais c'est aussi d'interpeller les pouvoirs publics sur le fait qu'une personne âgée, ça reste une personne, et que dans la réflexion pour le bien-être, il faudrait que ces méthodes d'approche soient développées au service du plus grand nombre et que ça devienne la norme et non pas l'exception dans certaines maisons âgées, dans certaines maisons pour personnes âgées ou EHPAD très coûteux. Parce que vous savez que c'est le problème, ces services on les trouve. Alors on les trouve dans les structures mutualistes, bien sûr intégrés au prix de journée, un tarif qui est plutôt, qui sera plutôt plus accessible que celui de maison de retraite à but lucratif. Mais l'idée, c'est que les pouvoirs publics réfléchissent au fait d'intégrer ce type de prestations dans le modèle économique. Et je conclurai rapidement. Donc, sur pourquoi l'Europe, tiens, pourquoi la mutualité est là? Alors d'abord parce que 90% des activités des mutuelles relèvent du droit européen. Nous sommes au regard du droit européen, les mutuelles, quand elles vous remboursent vos soins de santé, ce sont des entreprises d'assurance, donc leur métier est gouverné par toutes les directives européennes d'assurance, mais également quand on gère des services de soins et d'accompagnement, non seulement on se soumet à des normes françaises, mais à toutes les normes dispositifs médicaux par exemple, qui peuvent être d'essence européenne. Et puis des mutualités, il n'y en a pas seulement en France, il y en a aussi en Europe. Il s'agit de ces sujets d'innovation sociale, et on travaille par exemple avec nos collègues allemands, lituaniens, estoniens. Alors on parle d'Estonie ce matin ou tout à l'heure, effectivement, avec une utilisation des technologies qui est beaucoup plus développée que celle que nous connaissons en France. Et pour nous, c'est un moyen de faire un échange de bonnes pratiques. Ils viennent voir nos centres, nous on voit les leurs. Et pour nous, l'Europe, c'est plutôt c'est vraiment, le mouvement mutualiste est bien sûr un mouvement pro-européen, mais l'Europe, c'est aussi le partage avec nos structures sœurs dans les autres pays de l'Union européenne. Très bien, donc cette plateforme, vous la voyez, juste pour la plateforme, vous l'avez lancée en France ou déjà à l'échelle européenne? Alors, pour l'instant, la plateforme, elle n'existe qu'en français, donc elle est destinée d'abord aux mutuelles en France. Et au niveau européen, on a un groupe de travail au niveau de notre association européenne qui s'appelle l'AIM, l'Association internationale de la mutualité. Et on a un groupe de travail Long Term Care, donc un groupe de travail qui est dédié aux problématiques de personnes âgées et de dépendance
et qui doit aboutir aussi entre nous à une réflexion, une plateforme, des propositions, mais peut-être sur un temps un petit peu plus long, pour voir comment c'était. Alors là aussi, c'est tout récent, hein, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé à travailler ensemble de manière plus opérationnelle entre mutuelles européennes sur ces sujets de méthode et d'approche des problèmes de dépendance. Et sur la plateforme française, du coup, ce que vous essayez de faire, c'est de repérer des projets, parce que là, dans ce que vous disiez, vous donniez des exemples, des illustrations concrètes un peu de projets innovants et un peu emblématiques, ou qui pourraient relever aussi des bonnes pratiques ou de ce type de projet. Est-ce que vous avez essayé de monter un cahier des charges de l'innovation? Est-ce que vous essayez j'allais dire, de soutenir financièrement les projets les plus intéressants ou les plus différenciants? Parce que vous parliez des problématiques de financement quand même pour des petites structures aussi. Absolument. Alors l'idée de cette plateforme, c'est déjà de rapprocher le mouvement mutualiste des structures de ce qu'on appelle les Fab Labs, enfin les startups du secteur de l'innovation, et enfin leur permettant nous, en ayant fait, je veux dire, au niveau de la fédération, un premier, j'ai envie de dire, tri, parce que voilà, dans les startups, il y a à boire et à manger, hein, voilà, et donc de leur dire, bah voilà, on a travaillé avec on a référencé un certain nombre de startups, donc en fonction des thématiques qui vous intéressent, et ben, voilà une liste de startups, donc il y a un annuaire. Et sur les problématiques de financement, alors là on va revenir peut-être à l'Europe, hein. Sur les problématiques de financement, pour l'instant, c'est vrai que le gros problème de l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne elle-même, puisque effectivement, comme vous le disiez, l'Union européenne est très intéressée par tout ce qui est innovation. Il y a des fonds, y compris dans le social, mais le problème, c'est l'organisation des appels à projets, des financements au niveau français, puisque un certain nombre de financements vont subir les circuits administratifs qui vont se rajouter au cahier des charges, au contrôle effectué au niveau de l'Union européenne. Et donc, c'est très handicapant. Donc, beaucoup de projets sont financés soit sur des fonds de développement qui sont spécifiques à la mutualité, avec l'aide éventuellement de pouvoirs publics ou de collectivités locales. Mais les financements européens, c'est un sujet enfin, tel qu'on le voit nous, c'est vraiment un chemin de croix. Trop de lourdeur administrative. Oui, tout à fait. Puis en France, on a européen en France, voilà, en particulier. Et quand je compare, moi, par exemple, avec la Belgique, qui est un pays que je connais bien, puisque nous travaillons beaucoup avec les mutualités en Belgique, alors notamment pour un sujet qui n'a rien à voir avec l'innovation, mais plutôt avec le progrès social, puisque, en fait, mutualités français et belges se sont engagées dans les coopérations transfrontalières. Et notamment, vous savez, il y a des zones, là, dans le nord-est de la France, tout ce qui est les Ardennes, qui ont très peu de médecins et d'hôpitaux, alors qu'ils existent côté belge. Donc les mutualités françaises et belges, aux côtés des caisses de sécurité sociale d'ailleurs, ont travaillé à mettre en place des circuits de remboursement qui permettent à un Français qui va en Belgique d'être remboursé comme s'il était soigné en France, et l'inverse. Et en fait, donc, travaillant beaucoup avec les Belges, je me suis aperçue que c'est un problème spécifiquement français que l'accès au financement européen, parce que du côté des Belges, on est beaucoup plus proactifs, les communautés belges financent automatiquement les projets dès lors qu'ils ont été agréés par l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas des régions en France. Et les circuits de reporting sont beaucoup plus simples côté belge qu'ils ne sont côté français. Et Sébastien, vous m'aviez dit effectivement hier avoir un peu le même type de... Ouais, en fait on compare même avec... du coup on a une filiale en France et une filiale en Italie. Aujourd'hui, beaucoup de pays européens sont plus efficaces que la France pour accéder à ces fonds européens. Pour vous donner une idée, en Italie, on récupère 17 millions de fonds européens. Et là, on a demandé 2 millions auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Et les 2 millions sont aujourd'hui en ballottage pour des raisons potentiellement électoralistes ou des conflits d'intérêts en interne avec des gens qui ne supportent pas forcément le projet pour des opinions qui ne sont pas forcément justifiées. Voilà. Et donc, voilà, il y a des espèces de... C'est plus factuel, ça devient émotionnel, et l'innovation est souvent très clivant, surtout sur des sujets comme le nôtre.
C'est ça. Donc on voit bien encore une illustration de ces limites un peu politiques aussi des différents niveaux de décision et que parfois quand on dit c'est la faute de l'Union européenne et de Bruxelles quand ça ne fonctionne pas très bien, il faut gratter un petit peu plus. Voilà. Alors, par contre, c'est une formidable opportunité pour nous. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut récupérer. on y reviendra peut-être après. Je vais avancer un petit peu dans la tour de table. Alain Schott, alors là je vais demander à tout le monde aussi de sortir, je pense que vous avez bien compris ce qui s'était dit, on était sur des thématiques qui se comprenaient, je pense, assez facilement. Alain Schott va nous parler donc de ce qui est proposé par le think tank EQUI, qui est une monnaie numérique européenne. Je vais vous laisser expliquer un petit peu votre projet, mais je pense qu'il faut effectivement capter toute l'attention de l'auditoire pour bien comprendre les enjeux et les sujets, et puis surtout, ce qui sera intéressant, c'est de voir en quoi ces projets de monnaie numérique sont pour vous un vrai sujet de lien social aussi et de maintien d'un équilibre social. En quoi voilà, la monnaie contribue aussi à notre vivre ensemble d'une certaine façon. Bonjour à toutes et à tous. C'est plus qu'une contribution au vivre ensemble. La monnaie, si on utilisait un vilain vocabulaire anglais, on dirait que c'est l'upgrade du troc. Pas de monnaie, pas d'échange. Pas d'échange marchand, pas d'échange de services. Pas de transport, pas de santé, pas de tout ce que vous voulez. Donc, on va parler de monnaie, mais on va aussi peut-être parler d'abord de technologie, d'innovation. Il faut bien comprendre que l'innovation, c'est un mot qui recouvre un spectre extrêmement large. L'innovation, ça va de la R&D dans un labo jusqu'à un changement drastique de la vie quotidienne de tout un chacun. Moi, nous sommes regroupés, c'est un groupe d'amis et de professionnels qui partageons une même foi, au sens non pas religieux, mais au niveau d'un credo européen, en ayant comme base plusieurs observations. On peut parler d'abord, on va parler de l'innovation Internet, électronique, digitale, numérique. Pour être très clair, il y a 30 ans, à l'époque j'étais au Mexique, un ami m'a dit, tu verras Alain, je suis par nature et culturellement très attaché à l'écrit et au papier. Hein. Tu verras Alain, alors que j'étais en train de rédiger un courrier, un jour, t'enverras un email. Ah ouais, c'est quoi ce truc? Un email, bah, tu verras, tu vas prendre un ordinateur, tu paf, paf, ce que tu écris sur une feuille de papier, tu vas l'écrire sur un ordinateur, tu vas l'envoyer, et instantanément, ton interlocuteur va souvent ouais, enfin, t'es gentil, je n'ai pas d'ordinateur. Ah, mais ils sont pas débiles. Tout le monde aura un ordinateur. Oh bon, ok. Ben, il faut croire que le gars n'est pas trop bête et n'était pas. Clairvoyant, puisqu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 4 milliards de femmes et d'hommes sur la Terre qui utilisent l'email. Les 3,5 milliards restants ne l'utilisent pas, non pas qu'ils ne veuillent pas l'utiliser, mais c'est leur préoccupation, c'est ce qu'on appelle la rupture digitale. Leur préoccupation, c'est avant tout de manger, de boire, de se chauffer, de survivre. Mais tout un chacun qui accède au numérique utilise un email. Il serait faux de réduire l'email à un courrier qu'on envoie de façon instantanée, immédiate. C'est bien plus que cela. Si chacun d'entre nous part en vacances et décide d'envoyer une photo de vacances, rien de plus simple que de l'envoyer depuis un smartphone, depuis un ordinateur. T'as lu cette, hein? Pas difficile ça. Et vous allez me dire, on peut faire la même chose en papier. Hein? Je peux faire un tirage papier, mettre ce tirage dans une enveloppe, un timbre, et puis on voit. Oui, d'accord. Mais si j'ai 150 photos de vacances, ça devient vachement plus compliqué. Hein? Et si j'ai 150 photos de vacances et 150 destinataires, là, il faut carrément que je prenne ma petite camionnette pour me rendre à la poste. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et si parmi les 150 destinataires, il y en a qui sont des amis allemands, je suis un cancre en allemand, eh bien, j'utilise
Google Translate ou DeepL, et en 1 seconde, mon texte va être traduit en allemand. Alors ce ne sera peut-être pas Goethe, mais si j'ai une structure verbale lexicale à peu près normale, il y a quand même 98% du sens qui va être respecté. Bon. Tout ça pour vous dire que, première, pour les constats, l'Internet, l'électronique, le digital a changé nos vies. C'est une évidence. Tellement, on s'en rend même plus compte. C'est tellement dingue comme truc. C'est comme la main droite, vous voyez. La main droite, je l'utilise tous les jours. J'y pense plus. Sauf le jour où je me donne un coup de marteau dessus, j'ai très mal. Elle est vachement utile cette main. L'Internet, c'est un peu ça. La deuxième remarque en ce qui concerne l'email, par analogie, eh bien, c'est qu'il y a eu une désintermédiation. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un email, on envoie un email d'un device, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'un téléphone ou d'un ordinateur, vers un autre ordinateur ou un autre téléphone, et cette information va passer directement sans intermédiaire. La poste a disparu. La poste peut louer des tuyaux, comme n'importe quel prestataire, mais l'intermédiation de la poste a disparu. Eh bien, il se trouve que la technologie digitale supprime en quelque sorte l'intermédiation. Je vais vous donner un deuxième exemple rapide. Lorsqu'on était adolescent, on allait tous au collège dans une bibliothèque. On a tous eu une bibliothécaire ou un bibliothécaire qui avait sa petite boîte en fer avec des fiches et qui notait le livre qui sortait et qui renotait le livre quand on vient le restituer. Effectivement, cette petite boîte en fer a donné lieu a été substituée, on lui a substitué un ordinateur. Peut-être que le numéro qui était écrit au stylo sur une étiquette en troisième de couve du bouquin a donné lieu maintenant à un code barre. Mais attention, là on parle bien de la digitalisation de la bibliothèque. On ne parle pas de la digitalisation de la lecture. Le bouquin reste un bouquin, il entre et il sort. Si on parle du livre électronique, c'est autre chose. Comme dans l'email, et au même titre que la poste a disparu, le livre électronique fait disparaître la bibliothèque. La bibliothécaire, sa petite boîte en fer, son âme, tout, y compris le bouquin. On télécharge quelque chose d'un cloud dans un support. Eh bien, pourquoi tout ça? Pour vous dire que la monnaie électronique, il va se passer, mais pas demain, lointain, il se passe dès aujourd'hui une désintermédiation. C'est-à-dire que la monnaie électronique, ça n'est pas la digitalisation des échanges. Aujourd'hui, 90% quasiment de nos échanges sont déjà digitalisés. Le cash, la monnaie, etc., a pour ainsi dire disparu. Elle a pour ainsi dire disparu dans nos vies, mais également même juridiquement. Vous savez que vous ne pouvez pas régler au-delà de 1 000 € en espèces. Bon. Nos paiements sont déjà des paiements qui ont lieu de façon digitalisée. Mais c'est la transaction, c'est l'écriture qui a été digitalisée. D'accord? C'est-à-dire qu'on demande à une banque d'effectuer le job. Et d'ailleurs, à la fin du mois, la banque, pour vous prouver qu'elle a bien fait le job, elle vous envoie un relevé. Et voilà ce qui s'est passé ce mois-ci. Et vous dites, OK. La monnaie électronique change tout ça radicalement. C'est un impact qui va être aussi fort que l'email par rapport au courrier. La monnaie électronique, c'est du cash électronique. C'est quelque chose qu'on échange directement de téléphone à téléphone, de téléphone à ordinateur, d'ordinateur à ordinateur. Et qui est-ce qui disparaît dans cette affaire? La banque. La banque disparaît. Et avec la banque, peuvent disparaître potentiellement également toutes nos structures sociales. Bien sûr que ça me fait mal que de payer mes impôts. Enfin, quand même. Si j'ai envie que les routes n'aient pas trop de trous, si j'ai envie d'aller l'impôt, la collecte de l'impôt est absolument essentielle. La collecte de l'argent en ce qui concerne les dispositifs solidaires est essentielle. Si tout d'un coup, l'argent électronique circule sans qu'il y ait de possibilité de contrôle et surtout d'identification, ça devient une catastrophe pour tout le monde. Il faut bien voir que la monnaie électronique, et c'est le credo des quid de notre centre de réflexion, c'est une opportunité pour l'Europe.
Il faut la saisir et vite, très vite. Je voudrais simplement vous rappeler que sur les 15 premiers groupes mondiaux du numérique, il y en a 5 qui sont en Asie, 10 en Amérique du Nord. Europe 0, Afrique 0, Amérique latine 0, Océanie 0. Est-ce que vous pensez qu'on peut raisonnablement espérer développer des systèmes solidaires en Europe, continuer et en fait effectuer cette transition numérique, sociale notamment, si nous sommes absents de cette sphère numérique et notamment monétaire? Donc le projet d'EQUI consiste, j'arrive à un long détour, pour dire que le projet d'EQUI consiste à développer une monnaie numérique européenne, souveraine, non spéculative, adossée à l'euro à 1 pour 1. Et puis on va voir comment on peut... Et alors la deuxième idée qui est fondamentale, c'est que l'innovation, puisqu'on parle bien d'innovation, c'est le thème de cette table ronde, eh bien l'innovation, elle a entre autres, c'est formidable l'innovation, ça réduit la pénibilité l'innovation. Une pelleteuse permet d'éviter qu'on se traîne des tonnes de terre avec une pioche. Et globalement, l'innovation flingue l'emploi. J'ai bien dit l'emploi, je n'ai pas dit le travail. Quand j'étais gamin, j'étais persuadé, et je suis toujours persuadé que l'innovation c'est formidable, et que finalement, il y avait une mutation. C'est-à-dire qu'il y avait moins de gens qui creuseraient, et plus de gens qui réfléchiraient à inventer, construire, penser, dessiner, former, vendre, entretenir des machines. Et voilà. Mais le solde est négatif. J'ai 58 ans, je suis l'un des derniers à avoir participé à un repas de fin de moisson. Aujourd'hui, un agriculteur peut parfaitement seul exploiter une ferme avec un tracteur, son GPS, de la techno. Bon. Uber, par exemple. Je circule à Paris, en région parisienne, en scooter. L'autre jour, je me suis arrêté à un feu rouge, naturellement. À côté de moi, un Uber, vous voyez, une voiture noire, le gars avec sa cravate noire, son costume noir, monsieur Hubert. Bon. Bien, monsieur Hubert, il avait 25 ans, en meilleur des cas, il a son bac. Ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans, ça mettra 20 ans, on ne sait pas. Mais la voiture autonome va arriver, c'est une évidence. C'est un plus. Bien sûr que c'est un plus. Le nombre d'accidents de la route va réduire, c'est une évidence. Enfin, monsieur Hubert, il fera quoi? Il fera disparaître. Et dans 25 ans, ou dans 20 ans, même maximum, ce gars-là aura 45 ans. Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment de faire converger la naissance d'une monnaie numérique européenne, non spéculative, souveraine, qui peut commencer à soutenir progressivement le basic income, comme disait Obama, c'est-à-dire le revenu universel. Nous avons la conviction chez EQUI qu'il va falloir progressivement développer le revenu universel, non pas pour se substituer au travail, mais pour compenser, ce qui n'est pas du tout la même chose, la réduction de la surface de l'emploi salarié. L'emploi salarié étant une invention du XIXe siècle. L'emploi salarié est arrivé avec la révolution industrielle et avec le besoin de main-d'œuvre. Eh bien, l'emploi salarié fond à mesure que précisément ce besoin industriel de main-d'œuvre descend. Voilà. Un peu long à expliquer, mais disons que vous avez là, j'espère, les grandes lignes, en sachant qu'il faut que nous développions, et c'est facile, nous avons toute la technologie en France et en Europe pour développer une monnaie électronique, et encore faut-il qu'il y ait la volonté politique au niveau européen de le faire. Ce que vous constatez aujourd'hui en termes d'opportunités européennes, c'est quand même plutôt appuyé d'abord sur une faiblesse, un constat de faiblesse, mais en se disant il y a quelque chose à faire, parce qu'on n'est pas très bien positionné sur ces sujets, et que c'est à l'échelle européenne, en tout cas, que ça doit se réfléchir, adossé sur l'euro aujourd'hui, qui est quand même une monnaie reconnue, validée, parce qu'il y a quelques années, on était quand même encore en train de... On a envisagé, ou en tout cas entendu envisager le fait de sortir de l'euro, mais c'est pour vous, à cette échelle-là, que doit se penser ce type de projet, d'un point de vue aussi politique et sociétal, quelque part. Alors ça, tout à fait. La monnaie, on est vraiment à l'aube d'une révolution de la monnaie. Il va se passer quelque chose, c'est certain. Comme disait Pierre Dac, toute la difficulté dans la prévision, c'est l'avenir.
Bon, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais bien malin, il pourra dire quoi et comment. Mais il va se passer quelque chose. Il faut aller voir votre copain au Mexique il y a 30 ans, il sait. Il a une idée. Il est dans la boucle écouille, hein, le copain en question. Il faut avoir en tête que, par exemple, il y a plus de téléphones portables en Afrique, en Amérique latine et en Asie qu'il n'y a de comptes bancaires. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'initiatives locales, de monnaie locale, par exemple à Bayonne. Il y a des gens qui font des choses formidables. À un moment donné, ce n'est pas le tout d'échanger une production locale avec une monnaie locale. À un moment donné, le gars qui a une petite exploitation agricole qui marche bien et qui aura ramassé du local coin, qu'il soit physique ou électronique, il va bien falloir qu'il ait une vraie monnaie, entre guillemets, reconnue pour s'acheter une camionnette, par exemple. Donc il va bien lui falloir une monnaie de référence qui va lui permettre d'échanger. Bon. Alors, par exemple, c'est ce qui se passe en Chine. La Chine a développé son yuan, son crypto-yuan. Alors pour l'instant, c'est endogène. Évidemment, ils sont 1,5 milliard. On est 512 millions d'Européens. Bon, donc il y a un marché intérieur qui fait beaucoup. Mais attention, les Chinois sont très très agressifs, au sens positif du terme, dans une vision commerciale. Et la Chine se développe énormément en Afrique et en Amérique latine. Bon, le yuan, le crypto-yuan a une potentialité forte, mais nous aussi. Pourquoi l'euro électronique n'aurait-il pas sa chance? Est-ce que vous croyez que le Mexique, un pays que je connais bien, a envie d'adopter le dollar électronique? Est-ce que vous pensez que la Chine a envie d'adopter le dollar électronique ou le yuan électronique? Ben non, je ne crois pas. Moi, je suis persuadé que l'Europe, je parle bien d'Europe, je ne parle pas d'euro, mais la monnaie est aussi un reflet des valeurs d'une zone, et je pense que l'euro et l'euro électronique a ses chances sur la planète. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il y a 15 jours, je ne parle pas du monde électronique, je parle du monde bien réel. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans pour défendre les valeurs d'une entreprise française de techno française, bon, au Mexique. Le contrat a été rédigé en dollars. Je me dis, mais c'est cette histoire? Je vends de la techno française en dollars. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce qu'on vous dit? Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça, on fait comme ça. Bon. Il me dit, c'est pas grave, je vais transformer mes dollars en euros et puis on va dire si, non, c'est fini. Okay, non. Là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois, le groupe Rosneft, attention, c'est un géant de la pétrochimie russe, vient de libérer un contrat en euros. Alors, évidemment qu'il y a une dimension politique, et les Russes veulent faire la nique à Trump, ça va de soi. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, faut bien comprendre le handicap des Russes en termes monétaires. La dernière fois qu'il y a eu une initiative, je peux vous dire que mon grand-père s'en souvient encore de l'emprunt russe. Donc, il est évident que l'euro, avec toutes les difficultés qu'on a eues, jouit d'une crédibilité formidable. Par rapport à la problématique de santé, par exemple, ou par rapport à la problématique de transport, où se passe forcément des échanges d'argent. La monnaie électronique apporte une souplesse qui est incroyable. Enfin, est-ce que vous imaginez raisonnablement, ça me semble choquant, que nos mutuelles en France, qui sont des outils de lien, de mieux-être social évident, utilisent une monnaie, une crypto-monnaie américaine on marche sur la tête, quoi. Ça va pas. Or, attention, la Banque Centrale Européenne n'entre pas dans le mandat de la Banque Centrale Européenne que de développer une monnaie électronique. Donc il faut bien que des gens comme vous, les femmes et les hommes ici, réfléchissent en ce sens et poussent comme il faut. La monnaie électronique, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Merci pour ce point de vigilance et ce point d'alerte que nous aurons bien entendu. Alors, je vais passer la parole à Michel Verdevet. À la fois, peut-être, pour nous parler de l'innovation dans le secteur de l'énergie et en quoi, là aussi, ça peut faire du lien social, mais peut-être aussi d'une façon plus générale avec votre regard et votre expérience sur tout ce qui se passe au niveau européen, les grandes transformations et les
les soutiens, enfin les projets qui peuvent être soutenus à ce niveau-là, comment vous voyez l'Europe comme dimension, comme terre de soutien à l'innovation, comme espace de soutien à l'innovation et à l'innovation dans le sens du progrès social. Merci Jessica, bonsoir à toutes et à tous, et puis je suis ravi d'être le quatrième intervenant parce que ça permettra de m'enrichir et de rebondir sur ceux que les trois brillants exposés que vous avez eus avant le mien ont traité. D'abord, dans le domaine énergétique, on est, mais vous le savez comme moi, dans un changement complet de paradigme. C'est-à-dire qu'on avait des politiques énergétiques, jusqu'à il y a 10-15 ans encore, qui étaient décidées soit par des textes communautaires, des règlements, des directives, soit, c'est principalement le cas en France, par des textes nationaux pensés de Paris, et puis qu'on amenait ou qu'on transposait dans les provinces. Tout ça, ça existe encore un petit peu, le vieux monde est encore là, mais en même temps, on voit que ce qui se passe, et ce que les réseaux perçoivent notamment, parce que c'est les réseaux qui connectent toutes les énergies des territoires, c'est que ça se passe justement dans les territoires. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, avec l'arrivée des renouvelables, de moyens de production décentralisés, il y a de plus en plus de prise en compte et de prise en main par les collectivités du sujet énergétique. Il n'y a pas une collectivité en France qui aujourd'hui ne débatte pas du sujet. Et donc ça, c'est un jaillissement qu'on n'observe pas qu'en France, qu'on observe en Europe et partout dans le monde, la montée du fait local. Cette montée du fait local, couplée avec le développement à vitesse grand V, aujourd'hui il y a plus de 400 000 sites renouvelables raccordés au réseau de distribution des Enedis, c'est colossal. On avait quelques centaines de sites au milieu des années 2000. Donc tout ce mouvement-là chamboule complètement le paysage de l'innovation. Ça le chamboule pourquoi? Parce qu'on voit bien que les innovations, elles sont sur le terrain. Et on a, à Enedis, il y a 7-8 ans, créé un concours d'open innovation pour essayer de faire que toutes les startups qui se sentaient intéressées par la démarche d'une grande entreprise publique nationale puissent collaborer, travailler avec nous. Et on se disait très honnêtement, en lançant ce concours, il y aura peut-être quelques dizaines de startups ici ou là qui vont rentrer dans le process de la compétition. Pas du tout, on était à la dernière édition à 270, 280 entreprises, tout n'étant pas bien entendu au top de l'innovation, mais certaines avaient de très beaux projets. Et ça, c'est un des éléments, je crois, qu'il faut qu'on traite, Jessica, cet après-midi, avec donc dès lors la nécessité, quand on parle d'innovation, titre, facteur de progrès social, de voir la nécessité de coupler l'innovation entre les petites entreprises, les startups, les entreprises de taille moyenne, les grands opérateurs nationaux, les grands groupes européens. Donc, ce n'est pas l'apanage de telle ou telle forme d'organisation. Je crois que toute réussite ne peut venir que de la capacité d'aboutir à des modèles hybrides. Exemple, on parlait de monnaie, Alain tout à l'heure évoquait la question de la monnaie électronique. On a travaillé, nous, sur la blockchain, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec une très belle société qui est basée à Perpignan qui s'appelle Texol, et on a développé le premier modèle de blockchain, donc d'évaluation des échanges d'électricité en lien avec le réseau, dans une petite commune de l'Hérault, chez moi, à Prémian, et ça a été fait avec cette boîte qui s'appelle Texol, qui est un grand acteur des énergies renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on reprend l'historique de la R&D qui était dans les labos fermés il y a 15-20 ans, était peut-être un petit peu plus compliqué à imaginer. Mais pourquoi? Parce qu'on doit s'enrichir, on s'enrichit nous-mêmes de ces pratiques, de ces tâtonnements, de ces hésitations menées au niveau local. Et donc il y a un très grand lien entre ce basculement-là et le moment politique où le citoyen veut s'approprier la question énergétique. Vous savez, dans les textes européens, certains ne le savent peut-être pas ici, mais dans le dernier document européen qui s'appelle le Clean Energy Package, il y a deux concepts qui ont été inventés, qui ont été initiés: communauté énergétique locale, communauté énergétique renouvelable. Et ces communautés énergétiques, c'est des objets un peu dont le contenu mérite d'être précisé. Ça renvoie au fait que partout en Europe, il y a l'idée que c'est de plus en plus des approches citoyennes locales qui seront les éléments, les germes finalement, de la transition énergétique en marche au niveau européen. Pour autant, il faut faire attention, la simple addition de démarches de communauté, j'aurais envie de dire de démarches communautaires, fait-elle sens au niveau d'un projet tel que le projet européen? Et quid de l'articulation entre ces démarches menées par des approches territoriales où chacun va essayer de trouver le bon niveau de sa participation, de son engagement, avec les notions de solidarité, d'échange,
de ce coût qui sont inhérentes à la construction des réseaux électriques en Europe. J'ai l'habitude de dire on dit souvent que l'Europe de l'énergie, elle est née avec la CECA. Non, l'Europe de l'énergie, elle est née 6 ans plus tôt. Elle est née avec une initiative visant à créer l'Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité. Et c'était l'idée qu'à un moment donné, il pouvait être intéressant d'échanger les électrons par-dessus les frontières des pays qui, à l'époque, étaient les pays socles de l'Union européenne. Ça reste extrêmement pertinent. S'il fait froid encore quelques jours, peut-être qu'on aura besoin d'importer des électrons de nos voisins européens, mais quitte à ceux qu'à d'autres moments où on sera plus confort au niveau français, on exporte. Et donc, pensez la société en réseau. Pensez l'énergie comme un produit de solidarité et d'échange. Ça renvoie au fait qu'il faut à la fois donc mélanger ces approches de plus en plus de communautés, de plus en plus de territoires à énergie positive, de plus en plus d'endroits où on va essayer d'être excellent soi-même au niveau de son vécu, mais avec une approche où on regarde ce que fait ou pense le voisin. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est en plein au cœur de la question européenne. Chers amis, vous êtes tous engagés, et plutôt comme moi, militants sur la question européenne, mais la question européenne, on voit bien qu'elle a à faire face aujourd'hui à des replis, à une montée des souverainismes, à une montée de la notion d'identité, et comme par hasard dans mon domaine, on retrouve à peu près en copier-coller cette transposition de la question quand on regarde les sujets énergétiques. Deuxième idée que je voulais aussi aborder, peut-être, et Jessica l'évoquait à l'entrée, c'est la nécessité de regarder l'innovation européenne avec un regard à la fois critique et constructif. L'Europe, en matière d'innovation, de R&D, elle a de beaux succès. Je regardais un petit peu en voilà ici, il y a des domaines dans lesquels on est leader, je vous en cite quelques-uns au hasard, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, l'ingénierie mécanique, la mode, mais les biotech, la photonique, on est dans des positions qui, quand on compare la Chine, les États-Unis, notre continent, ou la Corée, on n'a pas à rougir. Par contre, on est aussi à la traîne dans certains autres domaines et on n'atteint malheureusement pas le seuil qui est un peu le seuil symbolique, les 3% du PIB européen consacré aux dépenses de R&D. Et pourtant, si on arrivait à ce seuil, les analystes nous disent que ça pourrait générer 3,7 millions d'emplois, 795 milliards d'euros d'ici 2025 de croissance, enfin de bénéfices pour l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a un gisement formidable. Pourquoi? Parce que toujours encore, me semble-t-il, on n'a pas au niveau européen travaillé avec l'idée, d'une part, d'avoir des programmes resserrés et un travail autour de l'innovation, mais qui ne partent pas dans tous les sens, qui ne partent pas dans l'éparpillement. Donc on a une enveloppe, on est très large, on est présent sur quasiment tous les segments, sauf qu'en mettant des petites sommes sur une multitude de petits segments, on n'est pas audit par rapport à un carnet de chèques, celui des Chinois, qui eux peuvent massivement arriver sur un sujet et alimenter des labos de recherche avec des moyens colossaux. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je terminerai par là pour après permettre un deuxième tour de table, c'est que la R&D européenne, l'innovation, elle me semble devoir parler aux citoyens. Il faut qu'on travaille sur des sujets concrets. Si on veut réenchanter l'Europe, si on veut que le citoyen européen y voit concrètement, il faut que les sujets de R&D ne soient pas à des années-lumière. Donc il faut qu'ils soient, si je vais R&D dans la compétition mondiale, mais en même temps, c'est très bien. La Commission européenne l'an dernier, elle a dit il y a un sujet sur lequel on va prioriser, c'est le cancer, la lutte contre le cancer. Et c'est un sujet qui est compréhensible, quel que soit le pays de l'Union, quel que soit le niveau de culture du citoyen européen auquel on parle. Et donc c'est cette démarche qu'il faut à la fois, à mon avis, privilégier. On est trop souvent sur des sujets techniques, mais sur des sujets qui laissent le citoyen de côté. Et dès lors, comment peut-il analyser la plus-value ou l'intérêt de rentrer et de construire un schéma sur l'innovation, la R&D au niveau européen, si pour lui ça lui semble une technostructure qui ventile des crédits à la maille 26 selon des prorata, l'influence politique de chaque pays. Je pense que c'est un des sujets qu'on pourrait traiter cet après-midi ici à On gauche. revient effectivement à cette question des choix politiques, des choix sociétaux pour arriver à prioriser, à privilégier certains investissements en se disant qu'on l'a bien vu, effectivement l'innovation elle peut concerner un grand nombre de secteurs et agir de façon extrêmement large, mais si on saupoudre nos efforts, on a beaucoup moins de chances d'arriver à être performant sur certains secteurs et arriver à transformer vraiment le quotidien des personnes, avoir un impact sur leur quotidien et à donner de la visibilité à ce qu'on peut faire ensemble. Exactement, et il y a un troisième exemple pour terminer un petit peu que j'aimerais évoquer. Il y a
à Bruxelles il y a quelques mois sur principe d'innovation reconnu et principe de précaution. Je pense que l'Europe elle a la particularité, on l'a vu avec le règlement général pour la protection des données, d'être une Europe du droit, une Europe de la protection des libertés publiques. Et donc, elle ne doit pas avoir honte de parler de principe de précaution, de ne pas s'engager dans toutes les voies n'importe comment. L'innovation, ça peut aussi renvoyer à des valeurs un peu spécifiques. Bernard l'a évoqué avec ses mots tout à l'heure, que l'Europe a et que d'autres continents n'ont peut-être pas au même degré d'exigence. Exactement. Si on veut favoriser ces valeurs européennes, on a peut-être besoin de prioriser, de donner des choix et de fixer des cadres sur lesquels on voudrait que ensuite aussi les autres puissent s'engager avec la force du modèle européen d'une certaine façon, ou en tout cas d'un état d'esprit européen. Est-ce que je voudrais bien passer aux questions un peu de la salle pour plutôt vous apporter des réactions sur tout ça. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir, notamment Ariel, Sébastien, je ne sais pas si vous voulez compléter, parce que du coup, effectivement, Michel a dit qu'il pouvait agir en ne faisant que quatrième et réagir. Sinon, je passe tout de suite aux questions de la salle, si ça vous va. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser la parole pour des questions, des réactions peut-être aussi, parce que j'imagine que la variété des sujets abordés ne vous laisse pas sans réaction, et on voit que les micros arrivent. Ah ben voilà, très bien, merci. Jacques Osler, Metz. Je voudrais, puisqu'on parle d'innovation, il faut citer les auteurs référents, Schumpeter, la destruction créatrice. Ouais. Ça veut dire que l'innovation est inéluctable. Inéluctable. On ne peut pas passer à côté. On a des concurrents, vous l'avez cité, les Chinois, les Américains, caracolent devant nous, il faut s'efforcer de les rattraper. Deuxième référence, Heidegger. Heidegger nous dit on n'avance plus pour réaliser un projet de bien-être collectif, on avance, on innove, parce que si on n'innove pas, on disparaît. C'est Darwin. Je vais m'adresser maintenant aux promoteurs de la monnaie électronique. Effectivement, les Américains sont en avance. Par exemple, le Libra. La monnaie électronique est une idée qui est tout à fait d'actualité. Le problème, c'est qu'en poursuivant cette idée, pas seulement vous-même, mais au niveau mondial, on s'assoit totalement sur l'éthique et sur la politique. Sur l'éthique, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. C'est un moyen qu'on va mettre à la disposition des truands, des gangs, de la fiscalité, enfin de ceux qui échappent à la fiscalité. Bon, je ne vais pas plus loin sur l'aspect éthique. Sur l'aspect politique. Il y a 2 siècles, un économiste français, Jean-Baptiste Say, disait « La monnaie, c'est un voile qu'on met sur l'économie monétaire ». Depuis 2 siècles, on sait que c'est une stupidité. La monnaie est un instrument politique que vous allez permettre de contourner avec l'innovation dont vous assurez la promotion. Donc, attention aux innovations, il y a des aspects éthiques et politiques. Et la question est la suivante. Vous avez fait l'impasse dans votre intervention sur ces points-là. Comment conciliez-vous l'innovation technique avec le respect de l'éthique et le respect de la politique? Bon, une autre question très, très rapide à côté. Tout à fait d'accord, je pense que l'Europe a péché par excès de libéralisme et vous êtes en train de préconiser qu'on revienne à des politiques industrielles, etc. En tant que Français, on s'y retrouve tout à fait dans une sorte de planification indicative, parce que c'est absolument nécessaire dans une Europe-puissance pour reprendre la main par rapport au marché. Voilà. Merci Jacques. Je vais prendre quelques réactions et on fera un petit tour après. Madame Sylvie Damron, je suis l'initiatrice du projet de tiers-lieu à Bourges autour de l'artisanat d'art et l'art. Et je suis très intéressée pour que les transports permettent à beaucoup de clients de venir nous voir. Donc je voudrais poser une question sur l'Hyperloop. J'ai compris que avoir une gare de transport Hyperloop à Bourges nécessitait 3 phases. La première phase, un dossier d'études d'impact, d'aide à la décision, d'études financières. Est-ce que si la ville de Bourges, qui a fait un très gros dossier sur le TGV, vous fournissez ce dossier pour une ligne allant de Lyon à Clermont-Ferrand, à Bourges, à Paris, ça vous ferait gagner beaucoup de temps et ça nous donnerait plus de chance, pour le premier point. Deuxième point, est-ce que vous avez dit que vous aviez besoin d'une petite ligne de 20 quelques kilomètres pour faire les essais?
Est-ce que si on vous proposait de faire cette ligne entre Bourges et Vierzon, vous seriez intéressé? Que faut-il faire pour que ce soit implanté entre Bourges et Vierzon? Et troisième point, mes petits-fils sont à Hambourg. Quand pourrez-vous nous faire une belle ligne de Bourges, Rotterdam, Hambourg, pour que j'aille voir mes petits-fils? Des questions très concrètes. On continue 2-3 questions, puis on fera un petit tour de réponses. J'ai cru voir, alors il y a madame, j'ai cru voir un monsieur. Ah voilà, monsieur. Donc, Serge Lepelletier, si je peux me permettre, ancien maire de Bourges et ancien ministre de l'écologie. Donc, je voulais vraiment poser une question, et ancien ambassadeur climat, je le précise aussi. C'est une question à Sébastien Gendron que je veux poser par rapport au transport, enfin, par rapport à la nouvelle méthode que l'on aurait au niveau vraiment de train ou de transport ou de fait, parce que moi j'y suis sur le principe très favorable, parce que ça changera évidemment la vie des territoires, la proximité d'autres villes, de capitales, etc. changera tout. Et j'ai une question, par rapport aux analyses que vous avez, aux études que vous avez, qu'est-ce qu'il en sera sur la construction elle-même et sur la vie du transport elle-même en matière de gaz à effet de serre et d'évolution du changement climatique? Parce que là, il y a une vraie question. Donc, est-ce que c'est l'électricité de base? Qu'est-ce qu'il en est au niveau construction? Et au niveau, évidemment, vie du transport. Merci beaucoup. Madame. Madame Bruno, retraitée d'un EPST, établissement public à caractère scientifique et technologique. J'ai le projet imbécile, comme me l'ont dit pas mal de gens, de transformer ma maison en maison énergie positive. C'est-à-dire c'est une maison ancienne et j'ai l'intention, si j'y arrive, donc que la maison soit adaptée pour qu'elle chauffe et elle éclaire tous les besoins de la maison et qu'elle rejette, je dis bien rejeter, dans le réseau autant d'énergie que possible. Et c'est un projet pilote. Et c'est un projet pilote qui servira pour les autres maisons qui sont des maisons anciennes. Puisque si actuellement ça commence à être fait de loin sur des maisons neuves, sur des maisons anciennes, ça n'a jamais été fait. Je peux vous dire que depuis que je travaille sur ce projet, vous n'imaginez pas le nombre de blocages et de blocages que j'ai eu à tous les niveaux, par tous les fournisseurs, ceux qui sont venus visiter la maison, puisque ma maison est à disposition pour être visitée, pour voir et innover en matière de transformation. Les gens ne comprennent pas ce que veut dire une maison énergie positive, c'est-à-dire qu'effectivement, on crée de l'énergie. Ça éviterait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, tous les gens qui sont en panne d'électricité, parce que toutes les lignes sont tombées par terre. Alors je remercie monsieur le secrétaire général d'Enedis, je suis à sa disposition. Je peux vous dire que j'ai envoyé des mails à monsieur le président d'EDF qui n'a jamais daigné me répondre, que toutes les sociétés que j'ai contactées jusqu'à présent répondent de façon complètement impertinente. C'est tout à fait déplorable. Merci pour ce cri d'alarme, ce cri d'alerte. Et en tout cas, je pense qu'il y aura un petit échange sur ce point-là précis. Mais d'une façon plus générale, ça amène effectivement à cette question sur la rénovation énergétique des bâtiments et des maisons en particulier, comment on peut soutenir les particuliers. Je crois que sur ce premier tour... Ah, il y en avait encore. Alors. Oui, bonjour, Valérie Martini-Buffet. J'ai été un temps déléguée académique à la formation professionnelle adjointe dans une académie. Donc j'ai rencontré les problèmes dont vous parlez concernant, j'allais dire, les projets proposés par une académie au niveau européen, c'est-à-dire la demande de financement. Cette expérience date de 15 ans. Donc en vous écoutant, je me rends compte que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Donc je pose plusieurs questions. Premièrement, comment se fait-il que nous n'ayons pas des agents européens qui soient basés dans les territoires des pays européens et qui nous permettent effectivement de faire un lien entre les demandes du territoire et les fonds européens? Il se trouve qu'il existe un fonds social européen et donc je ne vois pas pourquoi les Français ne pourraient pas bénéficier de ces fonds sociaux européens.
Pourquoi ne pourrait-il pas en bénéficier? Parce qu'il y a des problèmes politiques dans une région. Donc je vous dis, je pense que l'idéal serait qu'effectivement il y ait des agents européens qui viennent travailler dans les territoires des pays européens. Premier point. Deuxième point, vous expliquez que vous déposez des projets industriels au niveau européen et que vous n'arrivez pas à obtenir les financements. Il existe en France des pôles de compétitivité qui concernent un certain nombre de secteurs, comme la pharmacie, comme la mécanique, comme la finance, comme la céramique, etc. etc. Il suffit d'aller sur le site du ministère de l'économie et des finances pour trouver la liste de ces pôles de compétitivité. Et ces pôles sont là, effectivement, pour recevoir les projets des différents start-up, innovateurs, bon, etc. On peut utiliser n'importe quel terme, celui que vous préférez. Et il me semble que des agents du ministère de l'économie et des finances sont effectivement là pour faire le lien avec les fonds sociaux européens et les fonds industriels européens. Merci. Merci. Je pense que peut-être vous pourrez revenir sur cette question de l'anniversaire des fonds sociaux, des fonds européens, de qui est responsable de faire ce lien, parce que les agents existent, mais ils sont français, ils ne sont pas européens, donc ça peut poser des questions. Je vais peut-être redonner la parole en premier à Sébastien Gendron, parce que voilà, on a eu des interpellations directes, très concrètes sur le projet, à la fois sur comment le mettre en place concrètement, et puis aussi sur la question des technologies employées et de en quoi elles sont compatibles et apportent des solutions aussi en termes de préservation de l'environnement. Merci beaucoup, elles sont questions très intéressantes et ravi de pouvoir y répondre et de débattre sur ces questions-là. Avant de commencer à répondre, une chose importante, nous quand on s'est lancé dans le développement de cette technologie, on s'est dit qu'il faut que ce soit mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, et la vitesse arrive en dernier, il y a 4 éléments à considérer. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit plus facile d'utilisation que ce qu'on a aujourd'hui. Plus facile que de prendre le train, plus facile que de prendre l'avion. Et quand je dis plus facile, en fait, c'est d'enlever tout le stress de devoir réserver son billet de train. Si on loupe le train parce qu'on est dans les bouchons à Paris ou l'avion, de ne pas avoir à repayer son billet d'avion et de se dire mince, l'assurance ne va pas marcher. Enfin, vraiment enlever tout ce stress lié au voyage et amener en fait le transport à la demande que l'on a aujourd'hui avec des véhicules individuels, comme on parlait de Uber et plein d'autres, mais d'amener ce transport à la demande sur du transport de masse. Et donc d'avoir la même en fait, dynamique que le métro parisien, où vous arrivez à la station et en fait on est sur des véhicules qui sont plus petits, et donc d'avoir de la fréquence et de se dire, bon, le métro est passé, mais le prochain véhicule est dispo dans 2 minutes, donc pas de souci, etc. Donc c'est vraiment d'amener, c'est l'aspect le plus important. Le deuxième, il est bien sûr durable. Il faut que ce soit respectueux de l'environnement. Donc aujourd'hui, on va parler de l'infrastructure, mais le système en lui-même est totalement électrique. Donc après, on peut regarder d'où vient l'électricité, est-ce que c'est des centrales à charbon ou du nucléaire, etc. Après, il y a un autre débat. Le troisième élément, c'est le prix. Et là, c'est très très important. On dit souvent, oui, on vient demander des fonds publics, mais les pouvoirs publics ont une responsabilité à jouer sur justement contrôler les prix sur ces systèmes-là, parce que si demain on est sur des consortiums 100% privés, ça va être un transport pour les riches. Je suis honnête avec vous, si demain il y a de la demande, suffisamment de demande, on va dire Lyon, Clermont, Paris, et qu'il n'y a pas de contrôle, et que les gens sont prêts à payer, ben c'est ceux qui ont de l'argent qui prendront ce système-là. Et le quatrième élément, c'est la vitesse. Pour répondre à la question, sur la première question. Donc oui, les premières étapes pour avoir une infrastructure. Donc aujourd'hui, on vise une certification du système à horizon 2025 et une première ligne, qu'elle soit en France, au Canada ou même au Moyen-Orient, qui sont un peu les 3 zones que l'on regarde. On regarde une première ligne opérationnelle à partir autour de 2030, entre 2030 et 2035, en fonction de la distance que l'on a à construire. Pour pouvoir lancer, en fait, pour assurer, en fait, pour avoir une ligne avant 2030, il faut commencer les études IDR, donc on est déjà en retard. Il y a des études économiques pour regarder la rentabilité du système, comment ça marche, etc. Il y a des études environnementales, quel est le tracé
par où ça va passer, est-ce qu'il faut faire des expropriations, quel type de contrat, etc. Donc pour répondre à votre question, si vous avez un dossier qui est déjà prêt sur les études qui ont été faites sur le TGV entre Clermont et Paris en passant par Bourges, la réponse est oui, on en a besoin, ça va nous faire gagner un temps fou. Aujourd'hui, on a lancé justement pour assurer d'avoir une ligne, l'axe Paris-Toulouse et Clermont-Paris, on a lancé une étude, on lance actuellement une étude de faisabilité économique avec un cabinet indépendant à Paris, un économiste indépendant pour être sûr que ce soit fait correctement et dans les temps. Et on a déjà obtenu du budget, un petit budget de la ville de Châteauroux, de la ville de Limoges. On discute aussi avec Brive va être connecté. Il y a Orléans qui est intéressé, la région Île-de-France qui est intéressée, les aéroports de Paris qui sont intéressés pour être connectés avec l'aéroport de Châteauroux. Donc il y a vraiment une synergie intéressante. Et j'ose espérer qu'on trouve un accord avec la ville de Bourges, mais je ne me fais pas trop de soucis. Et donc cette première étape de lancer cette étude économique pour regarder le modèle de ces lignes-là, parce que nous, pourquoi on a besoin de ces études économiques? On a besoin de ces études économiques pour aller convaincre des institutionnels. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a suffisamment de liquidités sur les marchés. On dit que les États n'ont pas d'argent. Là, je vous le confirme, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Par contre, il y a de l'argent chez des institutionnels du type Caisse de retraite au Canada, que ce soit la Caisse du Québec, Caisse des dépôts du Québec, la Caisse de retraite des professeurs de l'Ontario, la Caisse des retraites du Canada. Aujourd'hui, la Caisse des retraites du Québec gère plus de 300 milliards, celle du professeur de l'Ontario, c'est 200. Il y a des fonds souverains au Moyen-Orient. Et ces gens-là recherchent des projets d'infrastructure partout. Ils n'investissent pas uniquement au Canada, au contraire, les premiers investissements sont à l'étranger. Et c'est ces gens-là qu'il faut convaincre pour construire ces infrastructures. Et aujourd'hui, ils m'ont dit, et donc par rapport au développement industriel, pour continuer sur la ligne de 10 à 20 km pour expliquer à tout le monde, on a plusieurs phases de développement. On a le centre d'essai à Limoges qui est vraiment purement recherche et développement, valider la technologie. Aujourd'hui, on est au stade du labo, donc il faut passer à l'échelle 1. Et la deuxième étape, en fait, c'est d'avoir une ligne à échelle 1 pour certifier la technologie, la valider toutes les conditions de sécurité, les performances du système, etc., pour obtenir la certification en horizon 2025. Et cette ligne de 10 à 20 km, elle doit être terminée en 2023. Il faut à peu près, on a eu des premières estimations, entre 12 et 18 mois pour la construire. Donc il faut en gros que toute la partie administrative soit terminée, on va dire, début 2022. Donc il faut s'y prendre maintenant. On regarde pour avoir les autorisations, etc., administratives pour démarrer ça. Et ces institutionnels, que l'on parle de la Caisse des dépôts, même française, sont prêts à prendre le risque techno s'ils ont l'accord d'un gouvernement ou d'une région, comme quoi si la technologie marche, ils ont l'autorisation de construire toute la ligne. Donc aujourd'hui, on a des acteurs qui sont prêts à investir plusieurs milliards dans un pays et prêts à investir 100 à 200 millions sans argent public. Et ils m'ont dit, Seb, on est prêt à financer ça, mais on ne peut pas se permettre d'avoir 100 à 200 millions d'investis perdus dans la campagne, je ne sais pas qu'on dit, bourgeoise. Berrichonne. Il faut que ce fasse partie d'un futur tronçon commercial. Eux, ils ont comme ça une visibilité sur un potentiel retour sur investissement. Et ils me disent, de toute façon, Seb, on vous fait confiance, vous avez l'air de savoir à peu près ce que vous faites. Donc on prend le risque techno avec vous. Et si ça marche, on ne veut surtout pas, parce qu'en Alberta, au Canada, le gouvernement m'a dit, tiens, tu as 10 km entre Calgary et Edmonton, tu fais ta ligne, et puis quand tu as terminé, tu démontes tout, tu t'en vas. Et là, ça marche pas comme ça. C'est ça, alors la durabilité de la décision politique... Alors, c'est là où les gouvernements... Je vois la ministre des Transports de l'Ontario lundi, justement pour discuter de ça, sur une ligne entre Windsor et Toronto, où justement ces institutionnels poussent pour pouvoir investir là-dessus. Et ils peuvent investir en France, ils ne sont pas bloqués sur une région plus qu'une autre, ça s'appelle la mondialisation, et aujourd'hui les marchés financiers, honnêtement, s'adaptent là où justement la volonté politique suit. Voilà. Donc on peut demain avoir une ligne de 10 à 20 bornes, si on a les autorisations qui vont bien, d'être financé, et il faut que ça fasse partie d'un tronçon commercial. Et l'étude économique est l'une des premières... Donc il y a des choses à faire potentiellement. Et le dossier de la SN, le dossier du TGV avant. Pour continuer sur l'infrastructure, ce que je n'ai pas oublié. Alors, demain, sur ce type d'infra,
Alors, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est qu'on peut, comme on est sur une infrastructure fermée, on est dans des tubes qui font 4 mètres de diamètre. Si on est sur une configuration aérienne, ce qui ne pose pas de souci en Amérique du Nord, on a potentiellement 700 km, enfin entre 300 et 1000 km de panneaux solaires. Donc on a une infrastructure qui devient en fait une usine solaire, ni plus ni moins. Et la bonne nouvelle, c'est que la balance énergétique entre ce que l'on consomme et ce que l'on va récupérer du solaire est normalement positive. Et même si ce n'est pas positif, on a une infrastructure qui génère de l'énergie. Donc autant s'en servir et autant justement utiliser ça pour contribuer à la transition énergétique. Ensuite, il y a un autre aspect. Alors, quand je dis en configuration aérienne, donc c'est des tubes sur des poteaux. Je vais être franc avec vous et puis étant français, côté pollution visuelle, c'est quand même pas super joli. Donc, c'est ouais, oui. Après, il y a moyen. Alors, dans un environnement urbain, ça peut bien s'intégrer, mais en pleine campagne, pour ceux qui connaissent les vestiges de l'aérotrain Bertin, c'est quand même pas très joli. Donc, on a un autre aspect, c'est-à-dire qu'on peut être en semi-enterré. Donc, comme les fils électriques, on les enterre, on ne les voit plus. Moi, c'est ce qui m'avait surpris en arrivant à Montréal ou à Toronto. En Amérique du Nord, ils n'ont pas cette même sensibilité. Il y a des fils électriques partout. Je dis, les mecs qui sont pragmatiques, ils disent si je les enterre, ça me rapporte un coup de temps, mais ça ne me rapporte rien, donc je les laisse aller à libre. Donc, en France et en Europe en général, je pense que justement, il y a cette sensibilité-là et il faut qu'on la garde. Donc si on est semi-enterré, bon, on n'a plus cette possibilité de récupérer de l'énergie électrique. Donc du coup, bon, voilà, il y a un compromis à avoir, au moins sur des sections aériennes, récupérer du solaire. Par contre, pour répondre à votre question, et j'y arrive petit à petit, ce que le TGV a réussi à faire, par exemple, entre Paris et Bruxelles, il n'y a plus un seul avion. Paris-Strasbourg, et j'ai rien contre l'aéroport de Strasbourg, mais l'aéroport de Strasbourg souffre énormément. Même Paris-Rennes, enfin même Paris-Marseille, avant le TGV, 70% des passagers prenaient l'avion et 30% le train. Maintenant, c'est l'inverse. Et du coup, avec ce facteur de vitesse, on démultiplie, en fait, on peut clairement proposer une alternative intelligente au vol court courrier. C'est-à-dire que demain, Paris-Toulouse, c'est justement, on veut 70% des passagers qui prennent, on va dire, la capsule plutôt que de prendre l'avion. Je vais vous demander d'arrêter parce qu'il faut que il y en a plein. réponde et que... On a encore 10 minutes. Oui, mais il y avait d'autres questions. Mais en plus, c'est passionnant. Alors, on va continuer après. Mais voilà. pour compenser l'infrastructure, la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de replanter des arbres. Si ça marche pas mal, mais je suis preneur d'autres solutions justement pour compenser l'impact carbone. Je pense que ça peut créer des discussions et je pense que dans les échanges, il y a beaucoup d'échanges interpersonnels qui peuvent se faire. Ariel, je sais que vous avez aussi une contrainte horaire, donc je voulais, et notamment sur cette question des fonds européens. Voilà. Alors le problème très particulier, alors moi aussi je ne vous cache pas que quand j'ai pris mon poste il y a une dizaine d'années, il y avait l'Europe telle que je l'avais apprise en théorie. Alors vous savez, en théorie c'est un pays où on voudrait tous habiter parce que en théorie tout se passe bien. Et puis il y a l'Europe telle qu'on la découvre en tant que praticien, praticienne. Et ben, l'Europe c'est comme une communauté de voisins, chacun avec sa culture et son caractère. Et en France, je crois que nous ne sommes ni pires ni meilleurs que les autres. Mais alors la France a un problème qui est très bien documenté, qui est cet amour immodéré de l'administration. Hein. On a un amour immodéré de l'administration et par contre, on a peu de culture de l'efficience. Alors, étant moi-même... non, mais c'est vrai que je me permets de le dire avec un très grand amour de mon pays, mais avec le fait que je suis née, moi, de 3 nationalités en même temps, parce que je suis née à Strasbourg, d'un papa espagnol et d'une maman française. Donc j'avais un peu ces 3 cultures en même temps, à la naissance, 3 langues aussi à la naissance. Et donc c'est vrai que je porte le regard d'un pays que j'aime profondément, mais que j'ai toujours vu à l'aune des 3 frontières. Dans ses qualités, qui sont importantes, mais dans ses défauts, c'est vraiment l'administration. Moi, ça me saute aux yeux. Et ce qui se passe sur les fonds européens,
c'est cette méfiance entre les strates de l'administration française. Parce que sur le papier, le schéma est magnifique. Alors ça, le problème qu'on a en France, c'est Polytechnique. Il y a des beaux schémas. Et alors le schéma d'articulation des fonds européens est vraiment superbe, sauf que, alors vous prenez l'emploi. L'emploi est la formation professionnelle est une compétence des conseils régionaux. Donc lorsque les fonds européens vont arriver via le FSE+, ils arrivent, mais via les comptabilités nationales, et ensuite c'est retransféré aux régions, qui éventuellement retransfèrent aux porteurs de projets. Alors pour discuter, moi, avec des structures comme les différentes structures, alors du secteur agricole, du secteur de la formation professionnelle, ce qu'on me dit, hein, ces structures qui sont dans l'emploi, dans la formation professionnelle, donc dans l'utilisation des fonds via cette articulation entre l'argent qui arrive de Bruxelles via le ministère, mais qui ensuite repasse via les comptables publics, les écritures aux régions, c'est qu'il faut avoir une trésorerie qui va de 6 mois à 1 an. Donc, et avec le risque, quand on est porteur de projet, on a finalement cette double tutelle, c'est-à-dire qu'il faut faire un reporting à l'administration française sur les fonds, il faut faire un reporting à la région sur les objectifs, qualité, l'atteinte du programme, il faut faire un reporting au niveau européen. Donc au bout d'un moment, vous avez quand même le risque d'oublier quelque chose, d'oublier un délai et donc de voir vos financements remis en cause, et ça c'est une catastrophe pour la structure puisque le financement s'arrête, c'est des pénalités. Ou alors il faut recruter et vous avez une responsabilité d'avoir créé de l'emploi. Vous ne voulez pas, bien sûr, créer de l'emploi précaire, mais créer des emplois et des emplois administratifs. Hein. En fait, le problème en France des fonds européens, c'est que finalement, on génère beaucoup de frais de structure, de frais de fonctionnement, et ça ne va pas directement dans le projet, ça ne va pas aux personnes, parce qu'il faut gérer la complexité. Donc en fait, en France, contrairement aux autres pays européens, il y a un porteur de projet qui doit prévoir à côté de lui quelqu'un qui va gérer la complexité des démarches administratives. Ariel, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a sur ce sujet-là, un peu comme sur la question aussi de la communication européenne, qui est un peu notre sujet qui nous occupe beaucoup aussi au mouvement européen, comment parler d'Europe et communiquer sur l'Europe, on a un peu le même effet, où il y a des fonds, il y a des sujets, il y a des thèmes qui se décident et qui se partagent au niveau européen, mais finalement, on est dans un système où on délègue aux États le fait de porter la communication, le fait de gérer les fonds, le fait de... Parce que ce que vous disiez, madame, sur il nous faudrait des agents chargés des fonds européens, en fait, la difficulté, c'est qu'on est dans un système où on considère que c'est aux États de faire ce travail-là, et donc avec chacun sa culture de fonctionnement, sa façon de faire, et puis son choix stratégique sur tel ou tel projet qu'on va porter, et c'est là où on a toute la limite, en fait, de ce fonctionnement qui repose encore en grande partie sur les États, sur un certain nombre de décisions. Ouais, juste rajouter quelque chose par rapport à notre expérience. Les dossiers en soi ne sont pas super compliqués à monter. Il y a une méthodologie, donc ça se fait assez facilement. En fait, la difficulté pour que le dossier soit approuvé, nous on l'a vu surtout sur des innovations. Quand le dossier est assez standard, ça passe assez facilement. Quand on est sur de l'innovation et donc du coup de la prise de risque, nous, on est obligé de faire un lobbying de dingue. Un lobbying parce qu'il faut convaincre toutes les strates que le dossier vaut le coup, que ça va créer des emplois, etc. Et en fait, c'est ça ce qui est épuisant. Et ensuite, derrière, en fait, c'est sûr, il y a énormément de contrôle. Et après, on s'est mis aussi dans leurs chaussures. Et on est sur de l'argent public, hein, donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc il y a des règles comptables à respecter, etc. Mais le dossier, voilà, c'est assez simple quand même, mais c'est surtout la partie lobbying, en fait, ouais, prise du courage en disant on est sérieux à développer de l'innovation. On en revient à la question de la priorisation et de faire des choix, et donc je vais peut-être demander une petite question conclusive qui est celle que tirait Jacques un petit peu à Michel et à Alain. Est-ce que pour vous, cette conciliation finalement entre innovation et éthique, comment est-ce que vous la vivez, et puis entre en quoi voilà, les projets, les sujets sur lesquels vous êtes, vous pouvez sentir cette articulation entre les questions éthiques et les questions d'innovation? Alors, je voudrais répondre à monsieur, à madame rapidement. Une monnaie numérique, il
faut surtout pas diaboliser la monnaie numérique, même si elle est très mal partie, effectivement. L'essentiel des monnaies numériques existantes, ou les gros projets à venir, ne sont pas formidables. Il faut avoir en tête que le Bitcoin, par exemple, qui représente environ 350 à 400 milliards d'actifs, ce sont des crypto-actifs, ça représente 2 fois le PIB du Portugal. Et pour l'essentiel, c'est de l'argent de la souffrance humaine, c'est-à-dire du blanchiment, du commerce des armes, du commerce des hommes, de la drogue, etc. Précisément, les projets EQUI, et ça, c'est pas la monnaie électronique, c'est l'usage de la monnaie électronique. Hein. L'éthique en soi, parce que c'est l'argent électronique, la monnaie électronique est un outil. Et cet outil, où on l'utilise de façon éthique, c'est-à-dire dans le cadre d'une philosophie à destinée du progrès de l'humain, ou au contraire, de façon agressive, cupide et destructive. L'idée est la suivante, c'est que ce qui est essentiel dans une monnaie, c'est la clarté de sa circulation. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'au niveau européen, nous ayons une identité numérique. Et ça, c'est essentiel pour rebondir. Pourquoi Bruno Le Maire s'est-il vraiment arc-bouté sur l'idée, et à mon avis avec raison, sur l'idée qu'il fallait lutter absolument contre le Libra? Tout simplement parce que le Libra est actuellement fondé sur une identité numérique molle. N'importe qui peut ouvrir un compte Facebook qui s'appelle Toto28. Donc si Toto28 échange de l'argent avec Madame Michu 93, eh bien on ne contrôle plus rien du tout. Donc la première des étapes, c'est que nous ayons tous une identité numérique, c'est-à-dire qu'au même titre que lorsque je suis né, mon papa, sans doute très fièrement, est allé me déclarer à l'état civil français, et que c'est bien la République française qui me garantit mon identité, et avec interopérabilité avec certains pays, je peux passer d'un pays à un autre avec un passeport qui est un outil qui m'est donné par l'État de la République française. Eh bien, je crois qu'il doit en être de même en ce qui concerne le numérique. À partir du moment où, ça y est, nous avons, chacun d'entre nous a et dispose d'une identité numérique, à ce moment-là, on va pouvoir échanger de l'argent de façon claire et éthique. L'éthique, c'est bien l'usage qu'on en fait. Et le deuxième élément, pour répondre à madame, c'est de dire que lorsque l'argent numérique doit se développer, il y a plusieurs méthodes pour distribuer de l'argent, mais quand on joue au Monopoly, finalement la vie n'est jamais qu'un grand Monopoly. Quand on joue au Monopoly, on commence par se distribuer chacun un peu d'argent. Nous, on pense qu'il faut se distribuer une quantité d'argent équivalente au départ pour que tout le monde puisse jouer. Ça s'appelle le basic income. Et nous pensons que pour une bonne façon de commencer, de façon éthique, ce serait peut-être de se distribuer un revenu universel vert, un green income, parce que bien entendu les États doivent faire des efforts pour assurer des éléments clés de transition énergétique, mais le fait d'avoir cette transition énergétique passe également par un comportement citoyen de chacun, et on sait tous que bien se comporter au niveau énergétique coûte cher, au sens très large du terme. Un comportement éco-responsable coûte plus cher qu'un comportement de prédateur. Bon. Donc si je veux construire ma maison, alors je ne suis pas du tout, j'ai réfléchi à mon avis 20 secondes dans toute ma vie sur ce que pouvait être une maison à énergie positive, et ça m'intéresse vraiment, puisque moi-même j'ai une maison ancienne, donc j'ai un cancre sur le sujet. Mais ce que je sais, c'est que construire un bâtiment en briques coûte sans doute plus cher que construire une maison en parpaing. Manger du poulet qui a été élevé au grand air et élevé au grain coûte plus cher que du poulet en batterie, etc. Donc, et il n'est peut-être pas idiot d'imaginer que l'immensité de la masse monétaire nouvellement créée chaque année, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est bien l'immensité. Il faut avoir en tête que l'espace monétaire européen, c'est 19 pays, c'est pas 28, peut-être un jour 27, mais l'espace monétaire européen, c'est 19 pays, et dans ces 19 pays, il y a environ 12 000 milliards d'euros qui circulent.
chaque année, la quantité de nouveaux héros qui sont émis est une quantité qui va croissant, mais dans des proportions qui sont complètement démentes. Et cette quantité d'argent nouvellement émise ne sert qu'à 20% à financer la croissance de l'économie réelle. 80% de cet argent nouvellement émis finance essentiellement trois bulles. La bulle immobilière, la bulle boursière et la bulle surtout des États, la bulle obligataire. Il est absolument essentiel d'inverser le mécanisme progressivement et de permettre à chaque citoyen de disposer d'un montant qui va directement investir dans l'économie réelle. C'est fondamental. Et c'est quelque chose qui peut être fait raisonnablement qu'au niveau européen. Quitte à ce que les initiatives soient des initiatives locales, mais qu'elles aient un support qui soit un support européen. Et donc, pour revenir à ce que disait monsieur, et je le soutiens à 100% sur le fait qu'il est absolument essentiel que la création d'une monnaie numérique soit évidemment ait lieu, surtout en Europe, sur des valeurs éthiques, notamment identitaires claires, et sur lesquelles on maîtrise notre identité. Je ne souhaite pas à terme être un citoyen Coca-Cola, c'est-à-dire uniquement un agrégat de Big Data à travers Zellbrey. C'est un peu mon métier par contre. Donc ça, c'est pas bien. Il faut absolument, à mon sens, nous aurons tous différentes identités numériques. Et je pense que nous avons droit, nous Européens, à avoir notre identité numérique qui nous permet d'asseoir des échanges numériques éthiques. Merci beaucoup pour cette précision éthique très claire. Michel Verdevez, est-ce que vous aviez encore un petit mot de conclusion sur ce point, parce que pour respecter l'horaire et les intervenants suivants. Non, je suis juste un petit peu peut-être pour dire à madame que j'irai volontiers visiter votre maison, avec grand plaisir, et pour prolonger le débat, et plus sérieusement pour dire que, effectivement, je crois que vous l'avez dit à un moment donné en disant, je construis un bâtiment énergie positive et je rejetterai le réseau. Mais le propre du réseau, c'est qu'il est aussi là comme un moyen de secours, comme un moyen assurantiel pour chacune et chacun. Et donc, il ne faut pas oublier que la démarche doit être à la fois de construire ces territoires positifs, ces maisons, ces départements, ces régions qui vont essayer d'être à l'avant-garde de la transition, et en même temps se dire que la solidarité, c'est utile et ça sert. Et moi, j'ai une pensée très solidaire pour les salariés d'Enedis qui aujourd'hui, en renfort, vont dans les départements où il y a encore de la neige et bossent. Ça fait partie du service public, ça fait des années que ça dure, et ça fait partie aussi des atouts qu'on a dans un pays comme la France. Et voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas pousser le gouvernement trop loin. Il faut réfléchir encore à certaines entreprises publiques qui font leur travail et qui le font efficacement. Un grand merci à nos intervenants. Merci d'être venus cet après-midi pour ces éclairages, ces illustrations diverses. J'espère que ça vous aura donné beaucoup d'idées. Certains d'entre eux vont pouvoir rester un petit peu, mais plusieurs doivent déjà nous quitter. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Et je laisse la place à Marie et à la table ronde suivante. On va enchaîner directement. Donc voilà, restez bien là. On va enchaîner directement. La pause, ce sera un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Merci. Ouais.